Bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. C'est la vidéo 15 sur 30, ça veut dire qu'on a fait ensemble la moitié de cette formation. Alors, pour fêter ça, je vous propose de voir dans cette vidéo le top 5 des graphiques les plus utiles avec Matplotlib pour faire du Machine Learning. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, en 5e position, on retrouve le graphique de classification avec PLT Scatter. En Machine Learning, pratiquement la moitié des problèmes sur lesquels on travaille sont des problèmes de classification. Par exemple, on désire classer un email en tant que spam ou non spam en fonction de plusieurs attributs que cet email va avoir, comme le nombre de fautes d'orthographe ou le nombre de liens internet qu'il y a dans cet email. Typiquement, dans ce problème, on a deux classes, une classe spam et une classe non spam. Et pour représenter un tel dataset, le graphique PLT Scatter est un des meilleurs choix que vous pourriez faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un tel graphique avec un dataset très connu, celui des fleurs d'iris. Ce dataset contient 150 exemples de fleurs d'iris répartis en 3 classes, et on dispose de 4 variables pour prédire de quelle classe il s'agit. Les variables sont la longueur et la largeur du pétale de la fleur et la longueur et la largeur du sépale de la fleur. Donc j'ai ici le code qui m'a permis de charger ce dataset. Il nous vient du package scikit-learn qu'on verra plus tard dans cette série de vidéos. Si vous ne voulez pas vous louper cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. En attendant cette future vidéo, je vais vous expliquer très rapidement comment fonctionne ce petit code. À l'intérieur de scikit-learn, on a un ensemble de datasets. On a le dataset des fleurs d'iris. À l'intérieur de ce dataset, on a des données qui sont un petit peu nos variables, la longueur du pétale, la longueur du sépale, etc. Et on a une target, ça va être les différentes classes, la classe 0, 1 ou 2. Donc j'enregistre ces deux tableaux dans un tableau X et un tableau Y. Ces deux tableaux vont me servir lorsque je vais créer mes graphiques avec PLT Scatter. Si on voudrait, on pourrait regarder X, qui ressemble donc à ça. Donc on a 150 lignes et 4 colonnes. Et Y, quant à lui, eh bien, contient 150 exemples, et ce sont tous soit des nombres 0, 1 ou 2 qui représentent nos 3 classes dans notre problème. Donc comme je vous le disais, un des meilleurs choix que vous pourriez faire quand vous voulez visualiser un tel dataset, c'est d'utiliser PLT Scatter. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On écrit PLT Scatter, puis on va faire passer en abscisse et en ordonnée 2 parmi les 4 variables que l'on a dans notre problème. Par exemple, on pourra choisir de faire passer la première variable ainsi que la deuxième variable. Donc pour ça, à chaque fois, je prends toutes les lignes, c'est-à-dire les 150 lignes, et ensuite je choisis un index parmi les 4 que j'ai à disposition. À ce stade, si on se contente d'exécuter notre code, on obtient le nuage de points suivant. Mais ce qui est très intéressant de faire, c'est de colorier ces points-là suivant la nature de leur classe. Et pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire C, qui est le paramètre qui définit la couleur, est égal à Y. Et Y, ce sont ces nombres-là qui sont soit égales à 0, 1 ou 2. Donc on va avoir 3 couleurs différentes, et là, boum, on peut voir nos différentes classes réparties selon 2 de nos variables, la variable x0 et la variable x1. Ces deux variables, en l'occurrence, c'est la longueur du sépale et la largeur du sépale de la fleur, donc je rajoute ces deux variables sur mes axes, comme ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Et là, on a déjà un graphique super intéressant qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur le problème que l'on a à résoudre. Bien sûr, une des limites de ce graphique, c'est que l'on peut uniquement représenter 2 des variables sur les 4 dont on dispose. Cependant, je vais vous montrer une technique à la fin de cette vidéo pour pouvoir représenter sur une seule et même figure toutes les variables que l'on a dans notre problème de machine learning. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette technique est super utile, croyez-moi. Pour finir avec le graphique PLT Scatter, je vais vous livrer 2 astuces personnelles. La première, c'est d'utiliser un paramètre qui s'appelle alpha et qui nous permet de contrôler la transparence de chacun des points de notre graphe. Pour finir, une toute dernière astuce sur les graphes PLT Scatter, c'est d'utiliser un dernier paramètre S qui nous permet de contrôler la taille de nos points. Par exemple, on peut écrire S égale 100. Et là, alors, nos points sont un peu plus gros que ce qu'ils étaient avant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de contrôler la taille
en fonction d'une des variables de notre problème. Donc on peut par exemple prendre la variable 3, et donc là, dans notre dataset, les points n'ont pas tous la même taille. Plus ils sont gros, plus le pétale est long, et plus ils sont petits, plus le pétale est petit. En quatrième position de notre classement, on retrouve le graphique 3D. Ce type de graphique nous vient de MPL Toolkits, qui est un des sub-packages de Matplotlib. Donc vous l'aurez compris, avec ça on peut faire des graphiques en 3 dimensions, ce qui peut être super utile quand on désire visualiser plus de variables d'un seul coup sur un seul et même graphique. Pour faire ce genre de choses, il faut commencer par charger les graphiques 3D qu'on a dans MPL Toolkits. Donc en général on écrit from MPL Toolkits.mplot3d import axis 3D. Une fois qu'on a chargé ce module, il va falloir créer un objet axe avec la fonction axis que l'on a dans PLT. Et cet axe, on va le faire en 3D en écrivant projection égale 3D. Donc en écrivant cette ligne, on crée en réalité un objet axe sur lequel on va pouvoir travailler. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on crée des graphiques 3D avec Matplotlib, on est obligé d'utiliser la programmation orientée objet. Cependant, vous en faites pas, c'est vraiment pas compliqué, tout ce qu'on a à faire c'est écrire axe.scatter, et à l'intérieur de scatter, on va, au lieu d'écrire 2 variables, donc x0, x1, et ben on va en écrire 3. Par exemple, on va écrire x0, x1, et virgule, x2. Comme ça, on aura 3 variables, et là, si on affiche tout ça, eh bien, comme avant, on obtient juste un nuage de points bleus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire c égale y, et là, on obtient un nuage de points avec plusieurs couleurs. Et ce graphique, vous pouvez le visualiser en 3D en vous baladant à l'intérieur, en zoomant ou en dézoomant, si vous exécutez ce code-là dans Spider ou bien PyCharm. Mais vous pouvez également le voir dans Jupyter si vous commencez votre code en écrivant pourcentage matplotlib. Ce que j'aime également faire avec des graphiques 3D, c'est visualiser des surfaces et des fonctions mathématiques que l'on aurait modélisées. Ça, c'est super pratique. Par exemple, imaginons qu'on crée une fonction f de xy qui est égale à sinus de x plus cosinus de x plus y. Cette fonction, on l'a créée avec lambda, qui est notre générateur de fonctions anonymes dans Python. On l'a vu dans la toute première vidéo de cette série, donc allez la voir si vous ne savez pas ce que c'est lambda. Et après, si on veut observer f de xy en fonction de x et de y dans un graphique 3D, comme cela, eh bien, ce qu'il va d'abord falloir faire, c'est créer 2 vecteurs NumPy x et y, par exemple allant de 0 jusqu'à 5 pour les deux, et ensuite on va devoir créer une sorte de grille en utilisant une des fonctions NumPy que j'avais pas présentée parce que c'était pas nécessaire dans les vidéos NumPy. Cette fonction, c'est la fonction np-mesh-grid qui nous permet de créer une grille à partir de 2 axes, x et y. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une grande variable x qui est égale à np.linspace de 0 jusqu'à 5, et disons qu'on va faire 100 points. Puis on va faire la même chose pour y. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer x, y en disant qu'ils sont égales à np.meshGrid de x, y. Une fois qu'on a fait ça, on peut injecter nos variables x et y à l'intérieur de notre fonction f, et on va dire que ça, c'est un résultat z, qui est donc égal à f de x, y. Maintenant qu'on a z, eh bien z, on peut en vérifier par exemple les dimensions, donc on a de 100 lignes, 100 colonnes, ce qui va donc nous permettre de tracer quelque chose sur tout cet espace. Et pour visualiser tout ça, comme avant, on va commencer par créer un objet axe en projection 3D, puis on va faire axe.plotSurface, et à l'intérieur de ça, on va faire passer une variable x, une variable y, on va faire passer notre variable z, et ensuite, on peut choisir éventuellement une couleur pour notre surface. Et ça nous donne comme résultat, eh bien, la courbe qu'on a vue juste avant. Maintenant, en 3e position de notre classement, on retrouve l'histogramme. Ce graphique est juste indispensable à connaître en machine learning et en data science. Il nous permet de voir la distribution des données avec lesquelles on travaille. Et c'est important de comprendre si nos données suivent une distribution normale ou non, ou bien si la distribution est symétrique ou asymétrique,
ou bien de visualiser où se situe la moyenne, etc. etc. Ça, c'est très important en machine learning. Par exemple, pour reprendre notre dataset avec les fleurs d'iris, eh bien, on peut décider de visualiser comment sont distribuées nos 4 variables. Donc pour ça, on va faire passer dans la fonction hist de matplotlib une des 4 variables que l'on a. Et ceci nous donne la distribution pour la variable 0 de toutes nos fleurs d'iris. Alors, si vous êtes un petit peu perdu, je vous explique ce que ça représente vraiment. Sur l'axe des abscisses, on a là toutes les valeurs que peuvent prendre la longueur d'un sépale dans notre fleur d'iris. Donc le sépale le plus petit qu'on a dans notre dataset, il fait environ 4,5 cm, et le sépale le plus long, il fait environ 8 cm. Ensuite, ce qu'on a sur l'axe des ordonnées, c'est tout simplement le nombre d'apparitions pour chacune de ces catégories. Donc par exemple, dans notre dataset, il y a environ 25 fois un sépale qui est aux alentours de 5,5 cm. Maintenant, à l'intérieur de cette fonction histogramme, eh bien, on peut choisir de modifier un paramètre qui s'appelle beans et qui détermine le nombre de sections que l'on désire avoir dans notre histogramme. Donc par défaut, il me semble qu'on en a 10. Et on peut très bien choisir d'en avoir 30 par exemple. Donc là, on aura un histogramme beaucoup plus détaillé. Et si à l'inverse, on crée un histogramme qui contient une seule colonne, bien sûr ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que eh bien, le nombre total d'éléments qui tombent dans une seule colonne, une seule catégorie, eh bien, c'est de 150. Tout simplement parce qu'on aura 150 exemples dans notre dataset de fleurs d'iris. Maintenant, sur une seule et même figure, on peut créer 2 histogrammes en même temps. Par exemple, un histogramme pour notre valeur 0, notre variable 0, et un histogramme pour notre variable 1. Mais le graphique avec les histogrammes dans Matplotlib, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut également tracer des histogrammes en 2D pour visualiser la distribution des données lorsqu'elles suivent 2 variables. Et ça, c'est super intéressant. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'utiliser plt.hist, et là, on voit qu'on a un hist 2D qui apparaît. Donc à l'intérieur de cet histogramme-là, on va tout simplement faire passer 2 variables. Par exemple, notre variable x0 ainsi que notre variable x1. Alors afin de bien comprendre à quoi correspond cet histogramme, on n'oublie pas de rajouter des titres sur nos différents axes, et ça nous donne alors l'histogramme suivant, que si l'on veut bien comprendre, on va aussi rajouter ce qu'on appelle une color bar, c'est-à-dire une sorte de légende qui nous indique à quoi correspondent les différentes couleurs sur notre histogramme. Les couleurs jaunes nous montrent les fréquences d'apparition les plus élevées, donc on voit qu'on obtient environ 10 fleurs iris qui ont une longueur de sépale qui sont aux alentours des 6,5 et une largeur de sépale qui est aux alentours des 3. Donc là, on va vraiment trouver la majorité de fleurs d'iris dans cette catégorie. Et à l'inverse, une combinaison qui n'apparaît presque jamais, ça va par exemple être ce carré tout là-haut, dans lequel on a une longueur de sépale de 5,5 cm avec une largeur qui est aux alentours des 4,5. Et bien sûr, pour les rendre un peu plus attirants, tous ces graphiques, on peut leur ajouter une couleur, comme ce que j'avais fait avant, et puis voilà, ça nous donne d'autres couleurs en clair. Pour finir sur les histogrammes, il y a une dernière utilité super intéressante, c'est lorsqu'on les utilise pour faire l'analyse d'une image. Typiquement, quand on veut faire l'analyse d'une image en noir et blanc, on peut créer un histogramme dans lequel beans est égal à 255. Pourquoi 255 ? C'est parce qu'une image, ça comprend en général 255 valeurs de pixels, 0 représentant le noir et 255 représentant le blanc. Donc ici, notre image, on l'a importée depuis SciPy, on l'a enregistrée dans un tableau NumPy qui s'appelle Face, et ce tableau, si on l'aplatit avec la fonction Ravel qu'on avait vu qui est très importante dans le module NumPy, on peut ainsi en faire l'analyse en observant la fréquence d'apparition des différentes couleurs de pixels. Donc on voit qu'il y a une majorité de pixels qui sont entre 100 et 150, on a très peu de pixels qui sont très clairs, et on a quand même pas mal de pixels qui sont dans les noirs. Allez, on enchaîne maintenant avec les graphiques contour plot qui occupent la 2e place de notre top 5. Ces graphiques sont super utiles quand vous voulez visualiser un modèle qui occupe 3 dimensions en vue du dessus. Typiquement, en intelligence artificielle, on cherche souvent à résoudre des problèmes d'optimisation, comme par exemple trouver le minimum d'une fonction coût, ou bien maximiser des revenus, etc., etc. Ce type de graphique peut jouer un rôle majeur dans votre compréhension
du problème d'optimisation sur lequel vous travaillez. Typiquement, tout à l'heure, on a créé une fonction f qui est égale à sinus de x plus cosinus de x plus y, et on l'avait visualisée en 3D. Eh bien, si on veut, avec contour plot, on peut la visualiser en vue du dessus. Pour ça, c'est très simple, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser plt.contour, et là on va faire passer x, y, z, et ça s'arrête là. Ce que ça nous donne comme résultat, c'est notre contour plot en vue du dessus. Alors si on veut le rendre un petit peu plus lisible, ce graphique, on peut en modifier le nombre de niveaux, par exemple on peut créer 20 niveaux, donc ça va augmenter la précision d'affichage qu'on a sur notre graphique, et pour le rendre encore plus lisible, on peut aussi jouer avec les couleurs en écrivant colors, et là on a beaucoup de couleurs à disposition. Par exemple, on peut tout simplement créer ce graphique en noir et blanc, et là tout ce qui va être positif, ça va s'afficher en continu, et tout ce qui est négatif, ça s'affiche en petits tirets. Donc typiquement, si vous travaillez en économie, en ingénierie, en logistique, ou en fait quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, si vous avez une fonction un peu plus complexe à optimiser, les contours plots, ça peut vraiment vous aider à y voir clair dans un champ de possibilités comme celui-ci. Donc par exemple, on voudra atteindre le maximum de notre fonction en visant ce point-là, ou bien on pourra atteindre le minimum d'un coup en visant ce point-là, etc., etc. Maintenant, petite astuce pour les contours plot, il existe une autre fonction qui est la fonction contour f, dans laquelle on va également faire passer x, y et z, et cette fois-ci on va faire passer une color map. Et là, ça nous donne une graphique un petit peu plus sympa, qu'on va détailler un petit peu plus en écrivant 20, et si on veut, on peut rajouter une sorte de légende, encore une fois en écrivant plt.colorbar. Et avec ça, on peut comprendre quelles sont les valeurs de nos différents gradients sur notre contour plot. Très très utile. Image Show, c'est sans conteste le graphique à la tête de ce classement, parce qu'on peut juste faire des choses incroyables avec. Alors bien sûr, la toute première utilité, c'est de visualiser une image, comme l'image Face que l'on avait chargée auparavant. Mais en fait, l'utilisation de ImShow, ça va beaucoup plus loin que simplement afficher des images. Rappelez-vous d'une chose, Face, c'est un tableau NumPy qui contient les différents pixels de notre image. Donc en fait, la fonction ImShow, elle nous permet d'afficher n'importe quel tableau NumPy. Et c'est là l'intérêt absolument génial qu'on a à utiliser ImShow. On va pouvoir afficher n'importe quelle matrice. Par exemple, on va pouvoir tracer des matrices de corrélation. On pourra analyser un problème d'optimisation en mettant tous les chemins possibles dans une matrice. On va pouvoir visualiser un masque avant de s'en servir dans du Boolean indexing. Bref, on peut faire énormément de choses avec ImShow. Par exemple, avec ImShow, on peut tracer la matrice de corrélation pour notre dataset des fleurs d'iris. Dans ce dataset, rappelez-vous, on a 4 variables et 150 exemples. Donc pour tracer un tel graphique, on va faire passer à l'intérieur de ImShow la fonction np-core-coef qui nous retourne une matrice de corrélation pour notre tableau X. Rappelez-vous, c'est une des fonctions qu'on a vues dans la vidéo 12 sur 30 de cette série. Et à l'intérieur de ça, on va faire passer la transposée de X, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la corrélation entre les colonnes et pas les lignes. Et ça nous produit la matrice de corrélation qui nous permet de voir où se situent les différentes corrélations dans notre dataset. Maintenant, quand on travaille avec des datasets beaucoup plus larges, comme par exemple le dataset sur les données du cancer du sein, et qu'on a beaucoup plus de variables, ici en l'occurrence on a 30 variables, eh bien ce genre de graphique est super informatif pour comprendre quelles sont les variables qui ont des fortes corrélations les unes avec les autres. Voilà, on pourrait encore parler très longtemps de ImShow, mais pour terminer cette vidéo, on va simplement parler des problèmes d'optimisation dans lesquels avant on utilisait contour plot. Eh bien, cette fois-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est de passer le tableau Z, qui est donc un tableau de dimension 100 lignes par 100 colonnes, à l'intérieur de ImShow, et donc on a la matrice Z de dimension 100 lignes et 100 colonnes qui nous est représentée avec ImShow. Ok, voici maintenant la réponse à l'exercice de la vidéo 14 sur 30, dans laquelle je vous avais demandé de créer une fonction graphique qui va nous permettre d'afficher sur une seule et même figure tous les résultats de différentes expériences qui seraient enregistrées dans un dictionnaire qu'ici on appelait dataset. Pour créer une telle fonction, on va devoir utiliser dans une boucle for la fonction plt subplot
qui nous permet à chaque fois de créer un mini graphique sur une grande figure. Donc ce qu'on voudra faire déjà, c'est avoir autant de subplots que l'on a d'expérience dans notre dictionnaire. C'est-à-dire qu'on voudra mesurer la longueur de notre dictionnaire, donc le dictionnaire data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une figure. Donc on va créer une figure, on va la faire d'une certaine taille. Et maintenant, dans cette figure, on va créer différentes subplots grâce à une boucle for. Donc si on procède étape par étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer des subplots. Il y aura n subplots, peut-être qu'on va les faire sur n lignes, puisque n c'est ma longueur de mon dataset. Et on va les faire sur une seule et même colonne. Et ensuite, on voudra traiter chaque subplot tour par tour. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre l'élément de notre boucle for. Par exemple, l'élément i. Donc on va faire for i in range jusqu'à le nombre n qu'on a dans notre dataset. Mais réfléchissons un petit peu sur notre boucle for. En fait, dans cette boucle for, on veut à la fois le nombre d'expériences, mais on veut aussi avoir le contenu de notre dictionnaire. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction zip, qui, rappelez-vous, nous permet de procéder à l'itération de deux structures de données en parallèle l'une de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for k,i in zip, et on va faire passer notre dictionnaire, donc data.keys, ce qui va me permettre d'itérer à travers les différentes clés de mon dictionnaire. Donc ça va nous donner k. Et ensuite, pour obtenir i, eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire range, et on va aller de 1 à n plus 1. Parce que si vous réfléchissez bien, et que vous écrivez simplement for range n, eh bien, Matplotlib va vous dire que la position 0, ça n'existe pas. Du coup, il va vous retourner une erreur. Donc faites bien attention à ça. Ce qu'on va faire, c'est de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, cette boucle for, elle est prête. Donc ça, PLT, on va le mettre à l'intérieur. Et dans PLT plot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les données qui se situent à la clé K, c'est-à-dire la clé qu'on est en train d'avoir dans cette boucle for. Donc ça va nous afficher nos données. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un titre à ce graphique. Et pour ça, eh bien, on va utiliser la clé. On va utiliser comme titre expérience 0, puis expérience 1, puis expérience 2, etc., etc. Alors ensuite, on pourrait rajouter des abscisses, des légendes, etc. Mais bon, vous avez compris, l'exercice il s'arrête là. On termine en écrivant plt.show. Et le résultat de ce code, ça nous donne donc une figure sur laquelle on a nos différentes expériences qui sont affichées. Et je vais vous dire un truc, ce code, il est extrêmement utile. Retenez-le bien, vous pourrez l'utiliser tout plein de fois dans votre carrière de data scientist. Parce qu'il est super flexible. Si maintenant on passe à 6 expériences, eh bien, on va avoir 6 graphes qui vont être affichés. Et si les graphiques commencent à être un petit peu petits, on augmente la taille de notre figure. Par exemple, on la fait passer à 12, 30. Et donc, voilà, on a nos différents graphiques qui affichent nos différentes expériences. Et là où c'est encore mieux, c'est que maintenant, si dans chaque dataset, je collecte en réalité plusieurs variables, disons 3 variables différentes, eh bien j'ai ces 3 signaux qui seront affichés sur chacune de mes expériences. Et c'est là que ce code commence vraiment à être très puissant et très intéressant. D'ailleurs, l'exercice pour cette vidéo, ça serait d'utiliser ce code, de le transformer un tout petit peu, afin d'afficher sur une seule et même figure les différentes variables que l'on a pour notre dataset de l'iris. Voilà, vous avez ici la petite technique secrète que j'avais mentionnée au début de la vidéo, donc je vous souhaite bon courage pour cet exercice, et comme d'habitude, je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. Voilà, c'est la fin de ce classement des 5 graphiques les plus utiles avec Matplotlib pour faire du machine learning. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement, ou est-ce que, à votre avis, eh bien, un certain graphique mérite une autre place dans ce classement? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, parce que je suis très curieux de savoir ce que vous pensez à ce sujet. Autre chose, si vous avez bien aimé ce format de vidéo, dans lequel je fais un top 5 ou un top 10, pensez à me le dire également dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai de faire plus souvent ce genre de vidéos. Enfin, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager avec un ami. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.